Bonjour, bienvenue dans le podcast de la chaire UNESCO en paysage urbain de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Un rendez-vous pour partager des idées, des expériences et des visions et explorer la ville autrement à travers les regards de celles et ceux qui l'imaginent, la transforment et la questionnent. Je suis Léandre Giozza, chercheur et collaborateur de la chaire UNESCO en paysage urbain et j'aurai le plaisir d'animer cet épisode. Aujourd'hui, on reçoit deux nouveaux invités. Frédéric Roy, qui est étudiante à la maîtrise à la chaire UNESCO en paysage urbain, mais qui va plus se présenter tout à l'heure. Et puis Hugo, qui était déjà là dans un épisode où on parlait de l'IA de manière générale, à quoi ça renvoie. Bonjour à vous deux. Bonjour Léandre. Voilà. Donc, peut-être vous laisser la parole, histoire de vous présenter, que ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sachent qui vous êtes. Frédéric? Oui. Moi, c'est Fred. Tu peux m'appeler Fred aujourd'hui. Je suis étudiante à la maîtrise en urbanisme. Puis je travaille, je suis affiliée à la chaire UNESCO en paysage urbain. Je travaille sur la surveillance numérique des militants écolos pour la justice climatique et environnementale à Montréal. Puis sinon, avant ça, j'ai un background en ingénierie logicielle. Fait que j'ai fait mon bac à Poly en génie logiciel. OK. Ouais. Super. Hugo, on te connaît déjà un peu, mais juste pour rappel peut-être. Ouais, du coup, très rapidement, je suis chercheur postdoctoral à la chaire UNESCO en paysage urbain. Je travaille sur les enjeux de l'IA en urbanisme. Et à la base, j'ai un doctorat en IA. Du coup, plus une expertise technique, on va dire. OK, super. Justement, par rapport à votre expertise, que ce soit sur les enjeux de surveillance, que ce soit sur les questions d'intelligence artificielle, on en parle beaucoup de nos jours. Il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se fait autour. Et parfois, tout le monde n'a pas la même compréhension ou le même niveau de compréhension sur le sujet. Et justement, vous avez mis en place la fresque de l'IA. Qu'est-ce que c'est? Fresque critique. Voilà, fresque critique de l'IA. Qui se veut critique. Merci pour la précision. En quoi ça consiste, en fait? Je peux y aller. En gros, c'est inspiré de la fresque du climat, pour ceux qui connaissent. Fait que c'est un atelier de vulgarisation des enjeux qui entourent l'IA, fait que les enjeux sociaux puis environnementaux. Puis, en gros, c'est un atelier de comme 2 heures environ, participatif, quand même ludique. Là, fait que c'est comme un peu un jeu de cartes. Puis, sur chaque carte, il y a des concepts en lien avec l'IA. Fait que, mettons, des centres de données, les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Bref, plein de cartes comme ça avec des concepts. Puis, le but, c'est que les participants mettent en lien ces concepts-là. Puis, c'est comme une opportunité pour eux de discuter des enjeux, c'est ça, de l'intelligence artificielle. En gros, c'est ça. OK, super. Je vois que tu as beaucoup tu parlais d'enjeux et tu as insisté aussi sur le côté critique de la chose. Oui. Mais moi, je me pose la question de pourquoi c'est important, par exemple, de parler de ces enjeux-là. Et pour ceux qui ne les connaissent pas forcément, parce que quand tu parles de critique et d'enjeux, moi, peut-être, je ne connais pas tous les enjeux de l'IA, par exemple, mais quand on parle d'enjeux, à quoi ça renvoie spécifiquement pour une technologie comme celle-là? Il y a plein de... l'IA, il y a pas mal d'enjeux sociétaux et environnementaux. Sur les enjeux environnementaux, il y a tout ce qui est lié à la pollution, que ce soit aux émissions de CO2 liées à la consommation électrique des centres de données qui sont utilisés pour alimenter l'IA. Ensuite, il y a les déchets électroniques. Donc, il y a la consommation d'eau, donc il y a plein d'enjeux environnementaux. Ensuite, il y a des enjeux plus sociaux, de société, on va dire. Peut y avoir, par exemple, la surveillance et l'espace que la surveillance prend aujourd'hui dans la société, que ce soit à la fois une surveillance, entre guillemets, d'ordre sécuritaire, donc par les États pour surveiller la population et pour assurer, entre guillemets, la sécurité de la population, mais aussi une surveillance en ligne de plus en plus par des entreprises privées qui vont collecter les données des utilisateurs et de tout le monde et qui vont être capables de dresser des profils de personnes,
et sans un consentement très éclairé de la population. Et parfois, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Et sans trop savoir, sans avoir trop de contrôle justement sur ces données qu'on laisse à ces entreprises privées. Les entreprises privées, elles vont les utiliser à des fins commerciales. Donc il y a ces enjeux-là. Après, on peut penser aux enjeux d'armes autonomes et de l'usage de l'IA dans des conflits armés. Ouais. Là, du coup, ça revient aussi avec la surveillance de la population, les abus de droits humains. Et ensuite, on peut penser aussi aux enjeux sur les réseaux sociaux, de désinformation, de polarisation, et ce que les algorithmes de recommandation, le rôle qu'ils vont jouer à amplifier certains messages plutôt que d'autres. Et du coup, quel rôle ils peuvent jouer dans la désinformation, dans la polarisation du débat politique, ce genre de choses, et du coup, potentiellement, qui peuvent mener à des instabilités politiques ou à des mouvements. Ouais. Mais après, quand je t'entends, ça fait quand même pas mal de choses. Ça veut dire que est-ce que l'IA, c'est vraiment, du moins en tant que technologie, c'est vraiment quelque chose qui est aussi présent? Parce que quand tu parles d'environnement, de société, de réseaux sociaux, d'armement et tout ça, je pense que ça fait quand même un spectre très large, non? Ouais. Juste avant que je réponde à ta question, il y a un autre truc qui me revient en tête aussi, que je trouve très important aussi. Il y a aussi le côté économique, sur les inégalités économiques que l'IA peut engendrer, à la fois entre la division nord-sud et un côté colonial de certaines approches via l'exploitation des ressources minières, par exemple, qui sont nécessaires pour construire le matériel informatique, mais aussi parce que pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, on a besoin de ce qu'on appelle annoter les données. On peut aussi penser à toute la modération de contenu qui doit être fait en ligne par des humains. Et ça, souvent, c'est fait dans des pays où on peut payer des gens moins cher, quoi. Et du coup, parce que c'est des tâches assez ingrates, puis il faut le faire à très grande échelle. Et du coup, là, pareil, il y a des enjeux liés à ça. Donc, on va appeler ça les travailleurs fantômes. Les travailleurs qui vont faire ça. Donc, ensuite, pour revenir à ta question sur la présence de l'IA et de ces enjeux-là, je dirais, l'IA, de toute façon, c'est un mouvement, là. Par exemple, les engins de recommandation, ça existe depuis très longtemps, les algorithmes de recommandation. Il y a une évolution avec l'IA. Du coup, l'IA est de plus en plus présente. C'est pas comme si c'est pas que c'était absent avant, mais c'est juste que c'est de plus en plus présent et ça prend de plus en plus de place. Et pourtant, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, qui est vraiment un débat de société. On parle souvent de risques existentiels. Mais nous, notre point de vue, c'est on n'a pas besoin de se projeter très loin dans le futur. On n'a pas besoin de... Il y a déjà des impacts négatifs de l'IA. Puis même si on n'améliorait pas la technologie, même aujourd'hui, elle pose des questions et on juge que c'est important qu'on puisse en débattre de manière société parce que ça pose des questions de modèles de société. Est-ce qu'on est prêt à laisser toutes nos données comme ça exploitées par des entreprises privées? À quel point on est prêt à être surveillé? À quel point... on est prêt à ce que l'IA ait des conséquences environnementales négatives, etc. Et du coup, de proposer une vision... est-ce qu'en tant que société, on peut proposer une vision cohérente qui est alignée avec nos valeurs pour le développement de la technologie? En tout cas, c'est ma perspective. Je ne sais pas si, Fred, tu as des choses à ajouter par rapport à ça. Oui, je pense que, entre autres, un truc que la fresque essaie de faire, c'est de dépasser un peu... Des fois, on parle des impacts négatifs de l'IA, comme si... ah merde, il y a un petit impact inattendu. Il faut comme mitiger ces impacts-là environnementaux. Mais je pense que nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de faire ressortir les inégalités de pouvoir puis les systèmes d'oppression sur lesquels se base l'IA. Sans lesquels, comme l'IA existerait sûrement pas sans ça, sans les inégalités nord-sud, sans l'extraction massive de minerais. Fait que je pense que ça... c'est important de comprendre cette espèce de base-là sur laquelle repose l'IA. Pas juste parler, des impacts comme « Ah merde, il y a eu une inégalité à cause de biais dans les données. » Mais, mettons, les armes autonomes qui utilisent l'IA, c'est pas un impact négatif. Là, ça a été conçu pour faire, pour faire ça, pour optimiser... la guerre, puis la violence. Après, effectivement, ce que tu dis est intéressant dans le sens où, du moins dans certaines lectures, je me rendais compte que dans des régimes un peu oppressifs, entre guillemets, justement, c'est des technologies, par exemple, des technologies de reconnaissance faciale qui sont de plus en plus utilisées dans l'espace public pour reconnaître des personnes, traquer des activistes.
Et justement, l'IA permet justement ce suivi-là. J'ai par exemple un pays en tête sans le citer, qui est capable de reconnaître par exemple des personnes de dos ou alors plus récemment aussi pendant je sais pendant les Jeux Olympiques par exemple à Paris, on a utilisé par exemple des technologies de reconnaissance faciale entre guillemets pour la sécurité, mais je sais pas ce qui en est advenu après. Effectivement, comme tu le dis, parfois on parle d'impact en pensant à des choses, externalités négatives non prévues, mais dans la plupart des cas c'est intentionnel, quoi, tu vois. Et ça pose aussi, comme Hugo, tu disais, une sorte de débat de société de manière générale sur qu'est-ce qu'on veut faire avec la technologie. Et par rapport à ça, j'aimerais comprendre justement, tout le monde n'a pas cette compréhension-là des choses, et je veux savoir, est-ce que c'est vraiment ce que la fresque de l'IA vous permet de faire, ou alors comment ça marche, entre guillemets, en quelque sorte? Est-ce que c'est ça qu'elle permet de faire? Je sais pas, je pense que c'est ça l'objectif, là. Ouais. Comme bref, donner des clés de compréhension pour que tout le monde puisse participer au débat public sur l'IA, là, pas laisser le monopole du débat aux experts. Parce que c'est ça. On n'a pas nécessairement besoin de savoir techniquement comment l'IA fonctionne pour pouvoir débattre puis discuter de est-ce qu'on en veut dans nos lieux de travail, puis dans nos quotidiens, dans nos milieux de vie. Ouais. Et en gros, comment ça marche, en fait? Comment ça se passe? C'est quoi une fresque? Comment ça se met en place? Qui participe? Comment ça se passe, en gros, en fait, la fresque? En fait, c'est une activité qui se fait autour d'une table. On veut que tout le monde soit debout, déjà. Une table, ça peut regrouper 4 à 8 personnes, on va dire. Il va y avoir un animateur qui va être autour de la table. Et l'animateur, il va introduire au fur et à mesure des lots de cartes. Je sais pas, je crois qu'il y a on va dire une dizaine de cartes par lot, un peu moins. Et en fait, donc on va donner les cartes aux gens, puis on va leur demander d'organiser les cartes sur la table et de trouver des liens entre les cartes et de les disposer d'une façon qui fasse du sens pour eux. Et de construire ensemble, en fait, justement, de trouver du sens en liant les différents concepts entre eux. Et donc, on va ajouter au fur et à mesure des nouvelles cartes qui vont complexifier un peu la chose. Moi, je trouve que ça permet en fait justement de créer de l'échange, de la discussion, et puis d'ancrer ça dans des concepts importants qui sont parfois pas connus, comme les travailleurs fantômes. Qui sont quand même des concepts très importants. Il y a plusieurs phases. Il y a une première phase où justement on construit la fresque, la compréhension, en fait, qui essaye de construire une sorte de compréhension du problème. Ensuite, on a une phase créative où là, c'est un peu s'approprier la question. Du coup, on vient décorer, on vient ajouter notre propre subjectivité dans ça. Et ensuite, au final, on a une phase d'action qui est chercher des pistes d'action, en fait, pour justement potentiellement résister, transformer ou proposer des alternatives au système existant. Et du coup, d'encourager les gens à se mobiliser, à agir pour proposer une vision qui serait en accord avec leurs valeurs. Même si des fois, c'est comme, oh mon Dieu, tu regardes ça, les gens sont un peu, pas déprimés, c'est pas le bon mot, mais c'est comme, mon Dieu, les GAFAM, est-ce qu'on peut vraiment agir contre eux? Mais c'est comme la dernière phase, c'est un peu pour quand même prendre le temps de réfléchir où est-ce qu'on pourrait aller agir là-dessus à différents niveaux. Puis c'est toujours fun de voir les solutions que les gens proposent. Là. Mettre le feu au centre de données. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais participé à une fresque. Mais c'est vrai qu'au départ, mon impression, c'était que c'était hyper péjoratif comme perspective. Et comme tu le disais au départ, c'est une fresque qui se veut critique. Mais est-ce qu'il y a une raison particulière à ce positionnement-là, en fait? Moi, j'ai une petite raison. Moi, je dirais que je trouve qu'il y a quand même un discours dominant qui existe dans la société, qu'on peut appeler techno-optimiste, qui va être beaucoup défendu notamment par les entreprises de la tech et qui vont vendre l'IA comme l'IA, ça va résoudre tous les problèmes du monde. Donc, par exemple, on va voir le PDG de OpenAI, donc qui développe ChatGPT, qui, par exemple... un peu après l'investiture de Donald Trump, on parlait justement, Trump annonçait un programme de financement de centres de données.
Et du coup, Sam Altman a été invité à parler. Et du coup, le discours, c'était oui, l'IA, c'est génial, ça va résoudre tous les problèmes du monde. Du coup, nous, notre but, c'est un peu justement d'endiguer ce discours-là et de montrer que c'est pas aussi simple, c'est compliqué. Et que justement, il y a plein d'impacts négatifs. Et aussi, l'IA dépend de systèmes d'extraction et d'un système oppressif. Et de prendre en compte ces oppressions. Et justement, de réfléchir à qu'est-ce que ça signifie. Et comment, du coup, effectivement, ça peut générer beaucoup d'émotions négatives parce qu'on se concentre principalement sur des aspects négatifs. Mais on pense que quand même mettre en lumière le système qui est derrière la création de l'IA et qui peut générer des oppressions, que ça offre aussi des opportunités pour penser le système autrement, pour justement réfléchir à comment on peut lutter contre ces mécaniques d'oppression. Est-ce qu'on peut trouver des solutions qui ouvrent des perspectives plus émancipatrices pour l'homme? Ok, mais c'est vrai que, moi, comme je dis, j'avais ce sentiment de c'est vraiment critique. Mais après, est-ce que c'est pas aussi... le positionnement, il est justifié, mais est-ce que ça contribue pas aussi à une sorte de désinformation, entre guillemets, sur l'IA? Pourquoi je dis ça? Dans le sens où il y a quand même de très belles choses que l'IA peut faire. On nie pas le fait qu'effectivement, derrière, il y a des idéologies capitalistes, néolibérales, de pouvoir, de domination, etc. Mais il y a quand même de très belles choses que l'IA peut faire. Je veux dire, c'est quand même une technologie qui est née par des chercheurs qui avaient de bonnes intentions. Et aujourd'hui, par exemple, l'IA en médecine permet de faire des choses. Dans l'autre épisode du podcast, tu parlais, par exemple, des protéines que ça permet de modéliser. On parle d'anticipation sur les risques climatiques, par exemple. On parle de médecine pour la détection de cancer. Il y a quand même pas mal de belles choses aussi que ça peut faire, quoi. Mais je me dis, est-ce que, justement, en prenant ce positionnement avec une fresque qui ne se concentre que sur les enjeux négatifs, c'est pas aussi une forme de désinformation sur ce qui est positif par rapport à l'IA? Oh, tu nous challenge, Léandre. Ouais. Mais je pense que l'exemple des applications, tout ce qui est en lien avec les changements climatiques, fait que, mettons, évaluer les risques des changements climatiques, c'est un bon exemple un peu absurde où est-ce qu'on va être capable de mieux évaluer certaines choses par rapport aux crises climatiques grâce à l'IA qui elle-même est comme la cause de, d'émissions de GES avec les centres de données, etc. Fait que je pense que même les applications positives, en guillemets, reposent sur la plupart sur comme la même base qui est relativement néfaste avec des systèmes de pression comme on disait. Mais après, c'est sûr qu'il y a des initiatives qui reposent sur l'intelligence artificielle qui sont intéressantes. Là. Même Google travaille sur certaines d'entre elles. Mais je pense que vraiment, moi, après, j'assume le positionnement de la fresque comme une fresque, oui, critique, qui vient challenger, qui vient justement avoir une position radicale sur l'IA, qui n'est pas la position peut-être traditionnelle, qui effectivement ignore les aspects positifs potentiellement de la technologie. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... Dans les théories critiques, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à la question de la technologie. Des auteurs, je pense comme Walter Benjamin, etc., qui ont vraiment pensé la technologie. Et parce que ça ne veut pas nier qu'il n'y a pas des apports de la technologie à la société, puis ça change la société. Moi, je pense que l'IA transforme la société. Puis toute technologie, elle a des aspects positifs ou négatifs. Mais moi, ce que je trouvais que dans le discours médiatique, on ne parle pas suffisamment justement de ces enjeux-là et comment on peut se les approprier et comment on peut en discuter. Du coup, c'est vraiment un travail éducatif pour moi sur comment on pense la technologie autrement et comment on peut apporter des approches critiques justement qui permettent de penser la technologie un peu différemment on la pense. Et effectivement, on va se concentrer plus sur les aspects négatifs, mais notamment aussi parce que je trouve que le discours techno-optimiste prend tellement une part importante, mais que ce soit dans l'IA, mais aussi dans d'autres aspects, même dans l'aspect pas lié à la lutte contre le changement climatique, quand même les solutions qu'on va proposer, c'est quand même des solutions très technologiques. Puis tous les discours sur la sobriété ou penser le système légèrement différemment, repenser le capitalisme, les relations de pouvoir, le colonialisme, etc. Ça, c'est un peu pas présent et je trouvais et justement ça n'existe pas dans les fresques existantes et je trouvais que c'était vraiment intéressant de justement de proposer une vision radicale et d'aller questionner un peu ça. Ok, et du coup, en faisant cette expérience, en fait, qu'est-ce
qu'est-ce qu'il en ressort? Quel est le pouls que vous prenez par rapport aux participants qui assistent à cette fresque, qui contribuent notamment à cette fresque? Qu'est-ce qu'il en ressort en termes de connaissance déjà des concepts et des enjeux, et aussi peut-être par la suite aussi en termes de propositions justement, parce que je sais que la fresque contribue aussi à proposer des solutions alternatives. Qu'est-ce qui ressort des expériences que vous avez déjà menées jusqu'à présent? On n'a pas fait encore... on a fait de la fresque quelques fois, mais ça reste un projet qui est comme à ses débuts. Puis on est constamment on est encore en train de travailler sur la fresque. Fait que pour l'instant, j'ai l'impression les premiers tests, ça nous a permis de raffiner un peu les cartes, de clarifier certains concepts et tout. Je pense que le format de la fresque, comme Hugo, entre autres, est animateur de fresques du climat. Moi, j'avais fait d'autres fresques avant. J'étais déjà un peu fan du format. Je pense que c'est un bon format, justement, pour générer des discussions entre des gens qui n'avaient pas nécessairement full de connaissances avant ça sur l'IA. Fait, pour l'instant, les participants ont tous eu l'air d'avoir appris quelque chose, ce qui est l'objectif. Moi, je pense que le premier constat, c'est que les gens apprennent des choses. Donc déjà, c'est déjà un win, parce que les gens sortent et ils ont l'impression de mieux comprendre ces enjeux-là, de mieux comprendre l'IA, comment ça fonctionne, etc. Donc je pense que de ce point de vue-là, déjà, c'est entre guillemets une petite victoire. Après, je pense que nous, on l'a fait beaucoup le public auquel on l'a fait, on aimerait bien que ce soit un public... soit monsieur et madame tout le monde là, qui puissent participer, que le grand public puisse participer. Mais finalement, on l'a fait plutôt dans des contextes académiques, avec des gens qui ont un certain bagage, et notamment des gens qui ont déjà un bagage en sciences sociales et qui ont déjà une compréhension critique des enjeux et des relations de pouvoir, etc. Et du coup, je trouve que pour le moment, par exemple, sur ces enjeux-là, ils ont déjà une compréhension. On vient peut-être à introduire des nouveaux concepts avec lesquels ils sont peut-être un peu moins familiers, comme les travailleurs fantômes. Mais très vite, ils arrivent quand même à situer ces concepts-là dans la logique d'oppression, peut-être du capitalisme, etc. Enfin, ça va sortir très, très vite. Ouais. Je pense que ce serait intéressant de le faire avec des gens plus techniques, par exemple, qui ont moins un bagage en sciences sociales, de voir justement qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont peut-être moins au courant de ça ou moins à l'aise avec ces concepts-là, voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a des challenges potentiellement parce que ça peut créer un peu plus de tension. Mais je pense que ce serait intéressant d'aller essayer ça dans d'autres contextes. Mais ouais, comme disait Fred aussi, on est à un stade... on l'a fait 7 fois, je pense, la fresque au final. Donc puis on réfléchit un peu à qu'est-ce qu'on peut améliorer, genre de choses. Donc c'est un peu encore un projet en cours. Ok, et du coup, je veux dire, en termes de prochaines étapes, justement, comme tu parlais de le faire avec des personnes, monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, est-ce que vous voyez ça vraiment comme un outil qui peut servir, au-delà de l'information et de la prise de conscience, un outil qui peut aussi servir comme élément de gouvernance, par exemple? Parce que, comme tu le disais, il faut bien prendre connaissance des enjeux. Mais après, une fois qu'on a pris connaissance de ces enjeux-là, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Parce qu'à un moment, il faut prendre une décision, tu vois. Est-ce que vous pensez que ça peut être un outil qui peut servir, justement, au-delà de l'information, à aider à prendre, à faire des choix un peu plus éclairés en tant que société, notamment sur quelle direction on veut prendre par rapport à cette technologie-là qui s'inscrit un peu dans une sorte de déterminisme général en termes de technologie, quoi. Je suis pas sûre que ça va bien répondre à ta question, mais mais je pense que ça serait ça le but, là, que ça puisse aider les gens à participer au débat sur l'IA, un peu comme on l'a dit. Fait que dans ce sens-là, est-ce que ça serait un outil de gouvernance? Je sais pas. Je sais pas, mais... que les gens puissent participer au débat. Tu sais, je drop un fun fact comme ça, là, mais je savais pas avant. Aujourd'hui, on a un ministère de l'intelligence artificielle maintenant, au Canada. On a genre un ministère dédié à l'intelligence artificielle. C'est comme une priorité gouvernementale. Maintenant, il y a des investissements massifs.
je sais pas si tout le monde a les clés pour comprendre, genre, c'est quoi les enjeux derrière ça. Fait que, ouais. Est-ce qu'on va être capable de faire la fresque assez pour que tout le monde soit capable de débattre? Je sais pas, mais ouais. Moi, perso, au-delà aussi d'être capable de débattre, comme d'avoir les clés de compréhension, j'avoue que mon but, c'est un peu que les gens soient fâchés après la fresque, qu'ils soient un peu en colère, puis que, éventuellement, si on essaie de leur imposer l'IA dans leur milieu de travail ou peu importe, ou dans leur ville, qui se méfient. Mais après, la plupart du temps, c'est genre, ils sont même pas conscients de ça, en fait. Je veux dire, ça devient tellement emboîté, entre guillemets, qu'on se rend même plus compte qu'il y a de l'IA dans tout, quoi, tu vois. Par exemple, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur une simple recherche sur Google ou autre chose, bah, est-ce qu'à un moment, on va pas se rendre... on n'aura pas le choix, entre guillemets, tu vois. Parce que si on est fâché, bon, peut-être on peut résister, peut-être. Jusqu'à quel moment, jusqu'à quel niveau on a un moyen de résister, je sais pas trop, en fait. Donc, ouais. Ouais, je sais pas. Mais ça, c'est une des prémices que je pense qu'on critique un peu aussi, là, le fait que l'IA, ça soit genre une fatalité, puis que ça va arriver dans tous les cas. En ce moment, ça prend de plus en plus de place dans nos quotidiens, mais ça devrait pas être une fatalité. On devrait pouvoir dire non, on veut pas d'IA ici, on veut de l'IA peut-être là. Fait que ouais. Est-ce qu'on va être capable de résister à l'IA? J'espère, là. J'espère qu'on va être capable d'identifier où est-ce qu'il y a de l'IA éventuellement, puis de dire si ça nous convient ou pas collectivement, là. Ouais, pour rajouter sur ça, peut-être pour revenir au début de ta question sur est-ce que la fresque critique de l'IA, elle peut faire partie de la gouvernance de l'IA, etc. Est-ce que ça, c'est... Moi, je pense que oui, idéalement, ce serait super. Je sais qu'il y a eu il y a eu un test d'assemblée citoyenne sur l'IA là, qui a eu lieu en France, puis on pourrait imaginer que tous les gens qui participent à cette assemblée citoyenne de l'IA, ils font l'activité de la fresque critique de l'IA au début, et comme ça leur donne des informations sur le sujet. En complément d'autres activités, tu vois, je pense pas que la fresque critique de l'IA, c'est le seul truc qui ensuite te donne une compréhension totale du sujet sur l'IA. C'est un outil parmi d'autres qui permet d'avoir une vision plus complète des enjeux de l'IA. Nous, du coup, comme on se concentre sur les approches critiques, en tentant d'identifier comment l'IA contribue à des systèmes d'oppression comme le colonialisme ou le capitalisme. Donc on s'intéresse vraiment à ça, mais il y a plein d'autres enjeux là, qu'on peut aborder différemment. Je pense qu'on est très loin dans comment on prend des décisions actuellement et de justement d'avoir une démocratie ultra participative où les citoyens sont informés et peuvent participer au débat public. Le débat, il est quand même très contrôlé par un certain nombre d'acteurs, que ce soit politiques ou médiatiques. Mais ouais, moi, dans ma vision idéale d'une démocratie fonctionnelle, j'aimerais bien que les citoyens aient plus de place dans le débat public et qu'ils aient aussi les moyens d'accéder à des outils qui leur permettent de mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés et du coup de pouvoir participer au débat public. Donc pour moi, ça, c'est super important pour aller sur cet espace-là. Après, sur la deuxième partie, qui était la discussion sur... la discussion sur résister, est-ce qu'on a vraiment le choix? Ouais. Ah oui, je voulais revenir sur ça. Je pense que c'est c'est des sujets complexes. Puis, il y a un point justement où je trouve que l'IA est assez, on va dire, sournoise. C'est que elle est un peu partout, mais elle est un peu invisible, on la voit pas trop. Et le problème, c'est qu'on a laissé les entreprises de tech décider de où est-ce qu'il y aurait l'IA, où est-ce qu'il n'y en aurait pas, et de comment l'IA fonctionne. Et que pour le moment, les États ont été quand même très réticents à prendre position et à dire non, ça, on a décidé, on l'interdirait, puis il y a pas. Parce que par exemple, ça me paraît assez évident qu'on pourrait très bien dire non, mais les armes autonomes, il est hors de question, c'est interdit, il n'y a pas de. Et il y a eu des tentatives d'initiatives, mais au final, il n'y a pas vraiment de règles internationales qui ont été décidées comme peut y en avoir, par exemple, sur les armes chimiques ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'accord international sur les... Donc là, il y a quand même des
des choses où on pourrait avoir du contrôle et on pourrait décider parce que collectivement, on pense que vraiment c'est une mauvaise idée. Après, des choses où c'est un peu plus... L'IA, elle joue un rôle un peu diffus, où c'est un peu plus compliqué, genre sur les algorithmes de recommandation, par exemple. Bon, pour moi, c'est important de le mettre sur le débat public, de dire, en fait, c'est pas juste des choix qui doivent être décidés par les entreprises privées de comment ça fonctionne, et au moins que nous, en tant que citoyens, on se rende compte potentiellement des impacts que ça peut avoir ou de la manière de ça peut fonctionner. Ça peut nous aider à se dire, non, en fait, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord que Facebook et Google, ils cherchent absolument à me rendre addictif et à faire en sorte que je maximise mon temps sur le truc et que ce soit ça leur business model. Et j'ai peut-être pas la solution pour faire ça, mais au moins j'en suis conscient et au moins je peux dire non, je suis pas d'accord avec ça. Puis j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à trouver des solutions pour éviter que ça arrive, quoi. Et de dire les problèmes de santé mentaux qui peuvent être générés par les réseaux sociaux, etc. Ce serait bien que on s'intéresse vraiment à cette question-là, etc. Du coup, pour moi, c'est vraiment genre justement ouvrir des pistes de réflexion. On n'arrive pas nécessairement avec la solution, mais justement genre générer des réflexions en tout cas chez les citoyens, quoi. Ouais. Mais après, Fred, peut-être on va finir par là. Je te donne 2 scénarios, n'est-ce pas? Et tu me dis ce que tu choisis. Le premier scénario, pas choisir, mais dans lequel tu t'intéresserais et pourquoi. Le premier scénario, c'est vraiment un scénario où on est dans le futur. Tu vois, on est vraiment dans un monde, dans un univers où c'est 100% technologie, c'est 100% IA, quoi. Pour plusieurs applications. Tu as des véhicules autonomes pour les pompiers. Tu as des drones qui servent à éteindre les incendies, par exemple. Tu as plein de chatbots qui permettent de faire plein de choses, etc., qui facilitent la vie de manière générale. Ça, c'est le premier scénario. Et puis, tu as un deuxième scénario où, franchement, c'est zéro technologie. Pas technologie du tout, ou du moins vraiment juste l'essentiel, juste ce qu'il faut, quoi. Et puis, tu as un peu l'entre-deux. Tu as un peu l'entre-deux où il n'y a pas trop de technologie, mais il y en a quand même, tu vois. S'il fallait choisir, en fait, le scénario dans lequel on devrait tendre, selon toi, ce serait lequel? Entre les 3 scénarios? Ouais. Est-ce que Hugo aussi doit répondre? Oui, bien sûr, il va répondre. Ouais. Oui, mais l'entre-deux, c'est certain, j'imagine, mais dans tous les cas, tu me fais rire avec tes questions comme ça. Ouais. Mais c'est genre de... Je pense que le point de toute la fresque, c'est juste de dire, en fait, il faut qu'on décide tout le monde ensemble, puis en ce moment, c'est pas... Il y a que certains acteurs qui prennent ces décisions-là pour nous. Fait que peu importe, en fait. Qu'est-ce que moi je veux? Ouais, mais après... J'ai contourné ta question. Mais dans l'entre-deux, il y aura toujours, en fait, ces gros joueurs, entre guillemets. Tu vois, de se dire, il y aura toujours... parce que si la technologie, elle existe, tu vois, il faut quelqu'un qui la développe, entre guillemets. Et dans la manière dont les choses fonctionnent, c'est un peu comme si il faut toujours un acteur, un gros joueur, en fait, pour contrôler les choses. Bon, contrôler pas forcément au sens péjoratif, mais contrôler dans le sens d'agencer les choses, tu vois. Je me dis, OK, de nos jours, par exemple, c'est très difficile de penser qu'on peut vivre sans électricité, tu vois. Par exemple. Ouais. Oh, l'électricité, c'est une technologie. Toi, Fred, chez toi, tu ne produis pas d'électricité. On est d'accord? tu dépends de quelqu'un qui produit de l'électricité. Et tu n'as aucune idée ou aucun contrôle sur la manière dont il produit cette électricité-là. Mais tu en as besoin parce que... tout simplement parce que tu en as besoin, tu vois. Bon, peut-être Hugo va avoir quelque chose à dire par rapport à ça. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Mais tu dis, il faut toujours un gros joueur comme une fatalité, mais après, là, on rentre dans un autre débat complètement de comment on veut s'organiser en tant que société. Est-ce qu'on peut être plus autonome dans notre production d'électricité ou dans le numérique dans nos vies? Fait quoi? Est-ce qu'il faut toujours un gros joueur? Est-ce qu'il va toujours y avoir des GAFAM? On n'a pas le choix, c'est comme ça. Je pense pas.
Ouais, mais entre guillemets, il devient gros, pas par choix parfois. C'est par besoin à combler qu'il grossit, quoi. Tu vois. La société décide de le faire grossir aussi de manière involontaire. Je pense. Ouais. Ouais, beaucoup de choses là. Par où commencer? Je pense déjà, il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par technologie. Là. Pour moi, on a associé la technologie à ce qu'on aux dernières avancées technologiques dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, etc. Puis il y a un côté, la technologie, c'est toujours ce qui est à la pointe quoi, de ce qu'on sait faire. Mais on peut prendre la technologie sous un angle plus large et dire en fait tout le développement d'outils ou de connaissances qui permettent de vivre en tant que société et que les humains utilisent, on peut associer ça à des technologies. Et dans ce cas-là, effectivement, la société moderne a convergé vers un type de technologie qui repose sur les technologies de l'information. Mais on pourrait imaginer une société différente. On peut s'intéresser à d'autres formes de sociétés qui ont des technologies qui vont reposer plus sur la nature ou ce genre de choses. Et donc, pour moi, déjà, il n'y a pas de société sans technologie. La technologie, c'est un produit de l'humanité. Par contre, justement, quelle technologie on développe, c'est une vraie question. Et ça dépend toujours du contexte socio-technique dans lequel on évolue et des acteurs en puissance qui vont défendre différentes visions du monde, défendre différents intérêts, qui vont pousser certaines technologies. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, on vit dans un système capitaliste qui... du coup, a une certaine organisation et qui fait que, effectivement, si on essaye de vivre sans électricité aujourd'hui, c'est très difficilement faisable et que, effectivement, générer sa propre électricité, c'est difficilement faisable. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement infaisable. Ça veut dire, effectivement, ça nécessite de penser autrement la technologie, de penser autrement la société et de trouver des nouvelles façons de s'organiser. Mais pour moi, c'est aussi des luttes de pouvoir dans le sens où il y a des gens qui ont des intérêts à défendre un modèle où effectivement potentiellement on peut pas survivre sans passer par des intermédiaires, etc. Mais pour moi c'est un débat très très complexe là. Moi je suis partisan justement de qu'on puisse avoir l'opportunité de pousser vers des modèles alternatifs et de penser à la technologie autrement. Et penser à la technologie autrement, pour moi ça veut pas dire au revoir à l'IA nécessairement ou dire au revoir aux technologies de l'information. C'est questionner justement dans quel monde on veut vivre et dans quel type de technologie on aurait besoin dans ce monde-là et comment ça nous sert, nous, en tant qu'humains, à vivre dans le monde dans lequel on veut vivre. Et peut-être que dans ce monde-là, oui, il y a un rôle, peut-être qu'en fait, elle n'a pas, peut-être que c'est une autre technologie auquel on n'a pas encore pensé, mais c'est permettre justement, moi je trouve que s'il y a un truc sur lequel les humains ils sont super forts, c'est leur créativité, quoi. Si et ce serait bête de se limiter à se dire le seul futur possible et le seul futur désirable, c'est un futur ultra high-tech avec des voitures autonomes, des voitures qui volent dans le ciel, des vaisseaux partout, et puis on va coloniser Mars. Oui, peut-être c'est un imaginaire possible, mais on peut se poser la question de est-ce qu'il n'y a pas d'autres imaginaires possibles et au final, nous en tant que société, quels imaginaires nous donnent le plus envie, puis tout en prenant conscience des implications de ce que certains imaginaires peuvent demander. C'est-à-dire que si on regarde les projets, les imaginaires liés à la colonisation de Mars, il y a un côté très élitiste. C'est coloniser Mars pour certaines populations qui sont déjà privilégiées, en se reposant sur l'exploitation d'autres personnes. Et du coup, si on est contre les oppressions, on peut se poser la question de est-ce que vraiment ces imaginaires-là, c'est des imaginaires qui justement cherchent une certaine forme d'égalité et qui cherchent à valoriser toutes les formes de vie existantes. Ou si au contraire, c'est des systèmes ultra progressifs qui sont au bénéfice d'une minorité par rapport aux autres. Ouais, par rapport à la majorité. Et tout en reconnaissant qu'on est pour le moment tous privilégiés dans le système technique, socio-technique dans lequel on évolue, quoi. Ouais, et du coup, c'est quand la prochaine fresque? Oh, bonne question. Le 11 février. Oui, le 11 février. 2026? Peut-être qu'il y en aurait une avant. Ok. À suivre, mais ouais. Ouais, parce que je pense que c'est quand même un exercice très intéressant. Donc sur ce, je vais vous remercier d'être venu. Ça fait toujours un plaisir de parler des débats de société et de technologie. Donc peut-être à la prochaine pour parler de la prochaine fresque et peut-être des résultats que vous avez obtenus à travers
toutes ces expériences? Est-ce que ça a changé dans le débat public? OK. OK. On a oublié Ouais. au tout début de mentionner quand même qu'on a un autre collègue avec qui on fait ça. Ah, ouais. Il faut quand même mentionner. Ouais. Émile Pronovo, qui est étudiant à l'INRS, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais ouais, on est les trois dans ce projet-là. Ouais, kudo à lui. OK, merci. 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 Un grand merci à notre invité pour avoir pris le temps de partager son expérience et ses idées. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et merci à l'Université de Montréal de nous accueillir dans son magnifique studio d'enregistrement. Ce podcast fait partie du projet Evadia Plus, mené par la chaire UNESCO en paysage urbain, qui explore la ville et ses transformations à l'ère du numérique. Bye bye.